Bonjour chers étudiants, bonjour vous qui êtes déjà connectés. Nous voici pour notre séminaire en ligne qui va nous prendre 6 jours. Nous avons en face de nous un panel d'experts et de vos professeurs. Je commencerai par présenter le professeur émérite Alexis Mbikaï. Nous avons le professeur J.P. Moulumba. Nous avons le professeur Alon Moke. Et enfin, nous avons notre expert, Maître Beaupol. C'est eux qui vont animer cette première plage, c'est notre première plage. Donc, nous nous excusons pour le léger retard avec lequel nous commençons. Nous aurons tout à l'heure en ligne Madame Noémie Kilembe, qui est directrice adjointe de Internews. Par la suite, nous allons avoir une introduction, un résumé. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Est-ce que vous m'entendez? Trial version. Oui, nous entendons. C'est à peine que nous entendons. Ok, merci beaucoup à tous d'être là. Trial version. Je me présente, moi je suis Madame Noémie Kilembe. Je suis la directrice adjointe d'Internews en RDC. Mon mot sera assez court, mais précis un peu sur les objectifs de cette conférence. Donc, je vais commencer par vous présenter Internews, peut-être pour ceux qui ne le connaissent pas. Internews est une organisation non gouvernementale qui se consacre au développement des médias dans une quarantaine de pays à travers le monde. Et il le fait en partenariat avec les médias locaux, donc avec comme objectif améliorer l'accès et la qualité de l'information disponible localement. Dans un esprit d'innovation et d'entreprise, Internews facilite donc l'adaptation des médias classiques et nouveaux aux besoins en information de populations vivant dans un environnement difficile. Il faut noter qu'Internews est présent en RDC depuis 2011 et donc Internews met en œuvre plusieurs projets dans le domaine des médias et de la participation citoyenne, notamment celle des femmes, appuyée aussi par l'USAID, la Commission européenne ou encore le département d'État américain. Nos activités ont pour but d'appuyer le plaidoyer des organisations de la société civile congolaise pour la liberté de la presse et l'accès à l'information. Former les journalistes, renforcer les capacités des radios communautaires et favoriser les échanges d'informations entre décideurs publics, journalistes, organisations de la société civile et citoyens. Et c'est dans le cadre de ces financements que nous recevons de nos bailleurs de fonds que l'Union européenne a financé un projet que nous avons mis en œuvre en partenariat avec l'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ, et l'association de médias en ligne de la RDC, MIL-RDC, qui sont associés à ce projet, qui a permis que nous puissions avoir ce webinaire dont le programme vous venez d'être présenté par Monsieur Anthony. Et donc, ce projet a pour objectif principal de promouvoir un peu les libertés d'expression et d'information et l'accès d'une information indépendante de qualité, notamment produite par des journalistes ici localement. Et dans le cadre de ce projet, justement, et comme venait de vous le dire Monsieur Anthony, nous aurons 6 jours de conférence en live. Et donc, ces 6 jours commencent donc aujourd'hui, donc le premier jour, avec
la thématique sur le droit de la personne, qui sera animée par vos professeurs d'université. Donc, nous avons le professeur Mika et Alexis qui représentent ici les universités UNIKIN, UCC et l'IFASIC. Nous avons le professeur JP Mumba de l'URKIM, donc l'université Révérend Kim. Nous avons le chef de travaux Claude Moukeba de l'IFASIC et le professeur Mouké Alon de l'UTBC et de ULK. Et donc, ce sont ces 4 professeurs qui vont chaque fois animer ces conférences en co-animation avec des experts consultants d'Internews. Et aujourd'hui, vous aurez avec Trial version. humaine. Et donc, demain mardi, vous aurez Madame Anna Maïmona sur le genre et la culture de la paix. Le 3e jour, la co-animation sera faite par notre expert d'Internews, Afi Malungu, sur l'utilisation des réseaux sociaux. Le 4e jour, vous aurez Monsieur Passion Ligodi qui va vous entretenir sur le blogging et le web journalisme. Et le 5e jour, pardon, vous aurez Maître Paul Nkwadio qui va vous entretenir sur le cadre légal de la liberté d'expression et du droit du public à l'information. Et le 6e jour est réservé à Monsieur Peter Ochoudi sur l'initiation à la programmation des applications mobiles. Et donc, l'objectif général de ces différentes conférences, c'est de renforcer vraiment vos connaissances, vous, étudiants en journalisme et communication, de renforcer vos connaissances sur les droits humains, le genre, la liberté d'expression, ainsi que vos aptitudes à l'utilisation des outils de diffusion d'informations en ligne. Donc, de manière plus spécifique, à l'issue de ces 6 jours de conférence, vous devriez être assez outillé sur l'utilisation des réseaux sociaux, sur l'utilisation de programmation des applications mobiles, sur le blogging et le web journalisme, mais également vos connaissances devront être renforcées en termes de connaissances sur le cadre légal de la liberté d'expression et du droit public à l'information, mais aussi sur les droits de la personne humaine et précisément sur les droits des femmes en termes du genre, donc de tout ce qui est aspect relatif au genre. Donc, Internews a voulu organiser ces conférences juste pour essayer de pallier un peu à des lacunes, je dirais pas de lacunes, mais bien plus à un manque un peu dans le cursus universitaire actuel, dont tous ces aspects ne sont pas assez fournis. Et donc, nous avons pensé utile d'organiser à votre intention ces thématiques, toutes ces questions auxquelles vous serez affrontés lorsque, une fois vous serez sur le terrain, une fois vous serez dans le vif du métier. Et donc, nous pensons que ces moments, nous savons que c'est peu, 2 heures du temps juste pour une thématique, mais nous espérons que à l'issue de ces 2 heures par jour par thématique, nous pourrions continuer encore les échanges avec vous. Donc, ça veut dire vos professeurs qui ont participé à l'élaboration de ces modules aux côtés de nos experts pourront toujours être disponibles à vous accompagner par rapport à toutes ces thématiques, que vous puissiez les imprégner. Et je pense que nous vous avons également annoncé que les 2 modules seront mis à votre disposition. Donc, vous aurez toute cette thématique écrite dans ces modules-là que vous pourriez consulter à tout moment. Nous vous donnerons des liens qui vont vous renvoyer vers ce module, mais aussi nous imprimerons quelques exemplaires de ces modules que nous allons placer dans vos différentes bibliothèques, dans vos universités. Et comme ça, à tout moment que vous voudriez aller jeter un coup d'œil, vous pourriez le faire sans problème et pouvoir assez vous documenter sur ces thématiques qui forment aujourd'hui
notre monde. Donc aujourd'hui, les questions des droits humains sont au cœur du développement de nos pays, les questions du genre, voilà, les questions des nouvelles technologies, puisque comme vous le savez, le monde évolue numériquement. Donc, toutes ces questions vont certainement vous être utiles dans votre futur métier de journaliste ou encore de communicateur. Donc, voilà pourquoi Internews a tenu à organiser ces conférences avec le financement de l'Union européenne. Et donc, là-dessus, je m'en vais juste vous souhaiter une bonne application des fructueux échanges par rapport à ces conférences, que vous puissiez être libre après chaque exposé de pouvoir poser les questions qui vous viennent à l'esprit, les questions qui pourront encore mûrir vos connaissances là-dessus. Donc voilà, et je vous dis merci. Soyez ponctuels sur tous les 6 jours. Nous avons commencé aujourd'hui et nous allons continuer jusqu'à samedi prochain. Et donc, merci d'avance pour votre participation. Merci également à vos professeurs d'être là, à nos côtés. Et merci aussi à tous les experts consultants d'Internews qui vont vous accompagner. Merci à tous. Commencer avec notre séminaire en ligne avec l'intervention de Maître Bopol, qui va circonscrire le cadre, et ensuite prendra la parole le professeur émérite Mikaï, le professeur JP va enchaîner, et le professeur Moké va ajouter pour qu'à la fin, l'expert puisse conclure avec les exposés. Bonne application. Merci. Merci Anthony pour la parole. Je remercie aussi Internews qui a pensé à notre modeste personne pour partager avec vous ce module sur le droit de l'homme. Ce n'est pas que nous avons obtenu une thèse en droit de l'homme, mais c'est sur base de notre petite expérience que nous pouvons ensemble partager ces moments. J'aimerais bien être en face de vous, mais comprenez qu'avec le contexte du Covid, nous ne pouvons pas nous voir, parce que je voudrais bien que ce soit un entretien, un échange entre étudiants et des professeurs et moi-même ici, mais seulement acceptons que ça se passe de cette manière. Seulement que vous avez entendu parler des droits de l'homme, chacun de vous, dans sa vie de chaque jour, dans vos études, et même dans les interventions sur les médias, la radio, la télévision, les réseaux sociaux, c'est devenu un langage très courant actuellement. Les droits de l'homme sont violés, les droits de l'homme sont violés. Mais parfois, certaines personnes se posent la question de savoir c'est quoi effectivement les droits de l'homme. Je ne voudrais pas entrer avec vous dans une définition très classique. Je parle de la simple définition qui nous a été donnée par les Nations Unies. Les droits de l'homme sont les droits dont dispose une personne du seul fait d'être humain. Donc, c'est ça, au fait, la définition des droits de l'homme. C'est-à-dire que ce sont les droits qui sont inhérents à la nature humaine. Donc, du fait que vous soyez humain, donc vous devez jouir de ces droits qu'on appelle les droits de l'homme. Ce sont les droits qui sont liés à vous, qui sont liés à votre personne en tant qu'individu, en tant que personne humaine. Je suis sûr que les professeurs pourront me compléter avec des définitions très classiques, mais voilà, tout simplement, c'est ça la définition des droits de l'homme. Les droits de l'homme ont des caractéristiques. Les caractéristiques des droits de l'homme sont, la liste que je vais vous donner maintenant des caractéristiques des droits de l'homme, ce n'est pas une liste exhaustive. Donc, de la compréhension du droit de l'homme, vous-même, vous allez comprendre qu'il y a certaines caractéristiques que vous pouvez aussi ajouter selon votre compréhension. Mais seulement, ici, nous sommes en train de donner le fondement pour que vous puissiez comprendre effectivement c'est quoi les droits de l'homme. On dit des droits de l'homme qui sont inaliénables. Les droits de l'homme sont inaliénables,
C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les droits de l'homme ne peuvent pas être vendus ou achetés pour une raison quelconque. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les changer, on ne peut pas les changer, on ne peut pas les acheter, on ne peut pas les vendre. Quelqu'un ne peut pas aujourd'hui se lever et dire que moi je renonce à mes droits parce qu'on m'a donné tel ou tel autre avantage. Et quand l'État va constater qu'il y a eu des choses comme ça qui se sont passées, l'État va intervenir parce que c'est l'État qui protège les droits de l'homme. Les droits de l'homme sont indérogeables. Les droits de l'homme sont indérogeables, c'est-à-dire que les droits de l'homme, on ne peut pas les arrêter. On ne peut pas les arrêter ou les suspendre ou les remplacer par quoi que ce soit. Ce sont les droits de l'homme et nous devons jouir de ces droits chaque jour, à chaque instant et à chaque moment partout où nous sommes. Les droits de l'homme sont aussi universels. On ne peut pas les qualifier selon la race, on ne peut pas les qualifier selon le sexe ou selon l'âge. C'est-à-dire, si je suis congolais et que je me déplace pour un autre État, j'ai le droit de jouir de tous mes droits. Si je suis noir, je suis albinos, je suis handicapé, quel que soit mon État, j'ai le droit de jouir de mes droits et personne n'a le droit de suspendre ou d'arrêter la jouissance de mes droits. Les droits de l'homme sont non discriminatoires. Je venais de dire tout à l'heure que ce n'est pas parce que je suis noir ou parce que je suis blanc que je ne peux pas jouir de mes droits. Vous savez, à un certain moment, surtout dans nos sociétés africaines, il y avait une crise, moi je me rappelle bien, mon père nous faisait une blague où il disait que si j'ai de l'argent, je vais envoyer les garçons à l'école et les filles n'iront pas à l'école. Ça, c'est discriminatoire. Et l'État ne peut pas aujourd'hui se dire qu'à cause de la vie chère ou soit à cause de la difficulté, de la gratuité de l'enseignement où il n'y a pas assez de moyens, l'État peut dire que non, je construis des écoles que pour des garçons, ou soit je prends seulement une catégorie de personnes que je vais envoyer à l'école et d'autres non. Ça, c'est discriminatoire. Les droits de l'homme sont interdépendants. Donc, ils dépendent des uns des autres. Quand on a droit à la vie, c'est-à-dire qu'on a droit à la bonne santé, on a droit à l'éducation, on a droit à un environnement sain. On ne peut pas les dissocier, on ne peut pas les séparer et dire que non, si vous avez droit à la vie et aujourd'hui, vous devrez manger aujourd'hui, demain vous n'allez pas manger, soit si vous allez à l'école, donc oubliez un environnement sain. Donc, c'est ce que veut dire tout simplement l'interdépendance des droits. Ils sont interdépendants, ils dépendent les uns des autres. Mais le but de droits de l'homme, de tout ça, c'est quoi? Le but de droits de l'homme, c'est de protéger la dignité humaine. De protéger la dignité humaine contre quoi? De protéger la dignité humaine contre toute intrusion des autres individus ou même par l'État. Donc, c'est ça le but des droits de l'homme. Tout ce que nous allons apprendre à entendre tout à l'heure, c'est que vous allez vous mettre en tête que l'objectif, c'est de protéger, le but, c'est de protéger la dignité humaine. Dans toutes circonstances, dans tous les contextes possibles, la dignité humaine doit être protégée. Les droits de l'homme sont contenus, dans les textes, que ce soit au niveau national ou au niveau international. Donc, tous les droits de l'homme sont contenus dans les textes. Donc, les nations se sont mis d'accord sur certains concepts, sur certains textes. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais vous faire comprendre quand même que vous allez entendre plusieurs terminologies. Vous avez entendu tout à l'heure, Madame Noémie a utilisé le terme « le droit de la personne humaine ». Vous allez entendre les autres qui vont parler des droits humains et les autres vont parler des droits de l'homme. Alors, la question est de savoir, est-ce que tous ces droits sont différents? Non, je dis non, parce que c'est le même contenu.
c'est seulement les différentes écoles ou les différents courants qui ont voulu appeler, tels ont voulu appeler le droit de l'homme, les autres ont voulu appeler le droit de la personne humaine, les autres ont voulu appeler les droits humains. Les anglophones, eux, ont préféré appeler les droits humains parce qu'ils considèrent que parler de droits de l'homme, ça crée un tout petit peu comme une sorte de discrimination. Donc, il y a une sorte de discrimination où, quand on parle des droits de l'homme, on considère que c'est seulement l'homme seul, l'homme en tant que masculin, qui a droit de jouir de ce droit. Non, non. Or, les autres, les francophones, on préfère les droits de l'homme, ils disent que c'est homme avec H majuscule et ça inclut l'homme et la femme. Merci, je crois qu'on a eu quand même à comprendre la différence entre ces différentes terminologies. Donc, il ne faudra pas faire la confusion. C'est le même contenu, c'est la même chose, il n'y a pas de différence. Voilà. Alors, je disais qu'il y a plusieurs textes qui sont adoptés par les États pour faire valoir la jouissance des droits de l'homme. Parmi ces textes, nous avons d'abord la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui n'est qu'une déclaration parce qu'elle n'est pas contraignante. La Déclaration universelle des droits de l'homme n'est pas contraignante. Alors les États ont réfléchi, ils ont dit que non, c'était une bonne déclaration qui a énuméré les différents droits fondamentaux. Alors il faudra voir dans quelle mesure il faut rendre cette déclaration contraignante. C'est pour ça qu'ils ont réfléchi au pacte, à élaborer différents pactes. Nous avons le premier pacte, c'est le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le pacte international aux droits civils et politiques, c'est le pacte qui énumère tous les droits civils et politiques. Nous aurons le temps de les citer. Il y a le deuxième pacte qui énumère les droits socio-économiques, qui est appelé le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Mais il y a aussi les autres textes que je vais citer ici. Il y a la Charte internationale des droits de l'homme. C'est la grande charte qui contient beaucoup de textes, en fait. Il y a, dans cette charte, il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme. De la Déclaration universelle des droits de l'homme, nous avons le pacte international relatif aux droits civils et politiques, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Mais au niveau africain, il y a eu aussi la charte africaine. Il y a la Convention contre la torture. Il y a beaucoup de textes qui ont été élaborés pour que les droits de l'homme soient vraiment protégés. Alors, nous avançons. Les droits de l'homme sont séparés en 3 générations. Le pacte international relatif aux droits civils et politiques consacre les droits de la première génération. Ce sont les droits de la première génération qu'on a appelés les droits civils et politiques. Mais il faut retenir que ce n'est pas que les droits civils et politiques sont plus supérieurs aux autres droits. Parce que tous les droits sont égaux et qu'il n'y a pas de droits qui sont plus supérieurs et que l'on dise que quelqu'un se décide de dire que non, puisque ça, ce sont les droits de la première génération, vous devez jouir seulement des droits de la première génération et pas les droits de la deuxième génération. Il y a les droits de la deuxième génération qui sont le droit économique, socio-culturel. Il y a aussi les droits de la troisième génération qu'on a appelés les droits de la solidarité internationale ou les droits collectifs. Les droits de la deuxième génération sont appelés les droits créants. Ce sont les droits créants parce que ce sont les droits qui exigent l'intervention de l'État. Le gouvernement, l'État, doit intervenir pour la bonne jouissance de ces droits. Alors, les textes juridiques dans lesquels on peut trouver ces différents droits et qui ont été ratifiés par la RDC sont, nous avons
le protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui a été ratifié par la RDC en 2010. Nous avons la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, ratifiée en 1986. Nous avons la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, ratifiée en 1966. Nous avons le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ratifié en 1976, on l'a déjà dit. Nous avons la Convention relative aux droits de l'enfant, ratifiée en 1990. Nous avons le protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, depuis 2001. Nous avons le protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Nous avons la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Ça, ce sont les différents textes. Ce que j'ai énuméré ici, ce n'est pas une liste exhaustive. Il y a d'autres textes. Si vous faites des recherches, vous allez trouver qu'il y a beaucoup d'autres textes que la RDC a dûment ratifiés et qui font partie maintenant de l'arsenal juridique de la République démocratique du Congo. Étant donné que notre Constitution consacre le monisme constitutionnel, c'est-à-dire que toutes les conventions, traités internationaux, dûment ratifiés par la RDC, sont supérieurs à la loi interne. Après cela, nous allons voir quelle est l'obligation de l'État en matière de droits de l'homme. L'État, quelle est l'obligation de l'État en matière de droits de l'homme? L'État a trois obligations. La première obligation, c'est de respecter. La deuxième obligation, c'est de protéger. Et la troisième, c'est de réaliser. Respecter, c'est-à-dire l'État ne doit pas entraver l'exercice des droits de l'homme. Protéger, l'État doit protéger les individus et leurs groupes contre les violations des droits de l'homme. Et réaliser, l'État doit prendre des mesures positives pour faciliter l'exercice des droits de l'homme. Alors, il y a après l'obligation, nous allons voir aussi quels sont les mécanismes de protection des droits de l'homme. Je vais aller vite pour laisser la parole au professeur. Quels sont les mécanismes de protection des droits de l'homme? On les appelle les institutions de protection des droits de l'homme. Nous avons les mécanismes non juridictionnels et les mécanismes juridictionnels. Au plan interne, les mécanismes non juridictionnels, nous avons par exemple la Commission nationale des droits de l'homme. Nous avons les ministères, nous avons les inspections du travail, les ONG et beaucoup d'autres organisations qui militent pour la promotion et la protection des droits de l'homme. Au plan universel, nous avons le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, nous avons le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, nous avons les organes des traités, nous avons l'examen périodique universel, nous avons les procédures spéciales. Au plan régional, nous avons la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Quant aux institutions juridictionnelles, au plan national, nous avons tout simplement les cours et tribunaux. Au plan régional, nous avons les cours des droits de l'homme institués par les tribunaux régionaux, c'est-à-dire la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Au plan universel, nous avons les juridictions internationales telles que la Cour internationale de justice, la Cour pénale internationale et les tribunaux ad hoc. Les tribunaux ad hoc sont des tribunaux spéciaux qui sont créés pour des faits quelconques pendant une période donnée. Voilà. Donc, avant de donner la parole au professeur, je voudrais quand même que vous puissiez comprendre quels sont les droits civils et politiques que nous avons. La liste que je vais citer ici n'est pas exhaustive, je vous ai dit tout à l'heure, ça dépend de la compréhension que vous avez. Vous avez la définition de ce que nous venons de dire des droits de l'homme. Parmi les droits civils et politiques, nous avons le droit d'abord à la vie. Nous avons le droit d'élire et d'être élu.
Nous avons le droit de se marier, selon notre loi, à une personne de son choix et de sexe opposé. Ça, c'est selon notre loi. Nous avons les droits à la liberté et à la sécurité de la personne. Nous avons les droits des détenus d'être traités avec humanité. Nous avons le droit à la vie privée et ainsi de suite. La liste est trop longue. Maintenant, les droits de la deuxième génération, nous avons dit que ce sont les droits créances qui nécessitent l'intervention de l'État. Nous avons le droit à l'éducation, le droit au travail, le droit à la protection de la famille, le droit à la santé, droit à un niveau de vie suffisant, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisant. Et les droits de la troisième génération, ce sont les droits environnementaux. Nous avons le droit au développement, le droit à la paix. Nous avons le droit à l'autodétermination, les droits des minorités, le droit à la démocratie. Donc voilà, en quelques mots, quelques fondamentaux sur les droits de l'homme. Et je remets la parole au professeur Mikaï. Merci beaucoup, maître, pour la parole que vous me remettez et que je prends avec beaucoup de plaisir. Vous venez de résumer l'essentiel portant sur ce qu'on appelle les droits de l'homme, droits de la personne, droits humains, etc. Mais je voudrais peut-être, puisque nous avons affaire à un auditoire composé essentiellement des étudiants en formation pour la profession de journalisme, alors je voudrais peut-être insister sur un droit qui est d'ailleurs un droit fondamental, à la tête de file des droits de l'homme. Il s'agit de la liberté. Et là, les journalistes comprendraient que la liberté d'expression, la liberté de, le maître vient d'en parler, de choisir son conjoint, etc. Donc la liberté, c'est un droit fondamental puisque les autres sont des droits qui relèvent du domaine de la propriété, de la sûreté et de la résistance à l'oppression. Alors, s'agissant de la liberté, quelle est la classification des libertés que l'on peut retenir? Nous avons la classification des libertés publiques. Premièrement, on peut parler de liberté de la personne. De la personne. Vous savez bien qu'il y a la personne physique, mais il y a aussi la personne morale. Les entreprises de presse, ce sont des personnes morales. Alors, la personne physique est maître de son être physique. Et à cet égard, toutes les libertés, quelles qu'elles soient, supposent la reconnaissance à chacun des garanties essentielles. Elles se distinguent les unes des autres par l'intégration de véritables protections générales. Le respect de la personne humaine est à la fois la plus grande revendication de l'homme et une exigence éthique. Alors, s'agissant de la liberté individuelle, elle a pour objet la sécurité juridique de l'individu face au pouvoir, c'est-à-dire la certitude que les citoyens ne peuvent pas faire objet de mesures privatives de leur liberté matérielle, telles que arrestation ou détention, naturellement détention arbitraire. Il y a la liberté de la vie privée, qui est le droit le plus ancien. Elle reconnaît à la personne humaine une certaine sphère d'activité dont il est libre de refuser l'accès à autrui. C'est sa vie privée. Le droit à l'intimité de la vie privée se rattache à cette liberté et c'est de lui que provient l'idée de la protection du domicile, qui n'est rien d'autre que le sanctuaire de la vie privée. Par ailleurs, la possibilité que la personne a de se déplacer comme bon lui semble
et la liberté de circulation. Elle se conçoit à 2 niveaux, à l'intérieur du territoire national. Elle est réglementée par le droit commun interne qui détermine les conditions d'entrée et de sortie pour les étrangers. On peut parler aussi des libertés de personnes intellectuelles et morales, par exemple des organes de presse. Ces libertés sont multiples et essentielles. Elles sont constituées notamment par de la liberté d'opinion, qu'on retrouve dans notre Constitution à l'article 23, c'est-à-dire la liberté de se former un jugement propre en tout domaine et qui s'appelle liberté de conscience, quand elle s'applique à la notion de culte sous toutes ses formes. Presse, livres, création artistique, spectacle, radio, télévision et Internet depuis un certain temps. Liberté enfin de la diffusion systématique de la pensée par l'enseignement et autres par son affirmation collective. Liberté de réunion, manifestations, associations qui peuvent être mises au service d'autres finalités. Il y a également les libertés sociales et économiques. Elles concernent la vie professionnelle et l'activité économique. Les plus traditionnelles sont le droit de propriété, la liberté du travail, la liberté du commerce et de l'industrie, c'est-à-dire le droit pour chacun de choisir dans ces domaines son activité et de créer et de gérer des entreprises. L'individualisme libéral a fait ajouter à ces droits la liberté de grève et la liberté d'association à la défense collective de l'intérêt professionnel. Mais il faut noter que ces libertés sont complémentaires. La classification que nous venons de faire démontre à suffisance le rattachement des libertés les unes aux autres, ce qui permet de les catégoriser. Il faut noter que certaines libertés, notamment la liberté de presse, celle qui va faire l'objet d'une analyse approfondie, peut-être si nous faisons des échanges. Cette liberté, elle est une des libertés fondamentales de la personne intellectuelle et relève du groupe des libertés économiques. Par exemple, la création d'un journal qui engendre par cette création la liberté d'entreprise. Il en est de même des libertés de réunion et d'association qui peuvent tout aussi bien servir des intérêts économiques que la diffusion d'idées ou d'opinions. C'est pourquoi elles sont regroupées souvent avec le droit de grève dans la catégorie des libertés collectives, en s'attachant non à leur mode d'exercice. Les unes et les autres ne peuvent être mises en œuvre que si plusieurs s'accordent à cet effet. Donc, il y a dans toute classification de liberté un élément d'arbitraire qui laisse qu'une valeur relative. Par ailleurs, qu'elles soient diverses, les libertés ont une étroite solidarité. On ne saurait les envisager isolément. Elles sont complémentaires. À titre illustratif, la sûreté et la protection avancée de toutes les autres libertés. De même, les libertés de la personne physique sont indissociables des libertés intellectuelles. Cette solidarité peut paraître moins évidente en ce qui concerne les libertés de ce groupe et les autres, et qu'un État pourrait reconnaître le second tout en refusant les premières. C'est le problème de l'État économiquement socialiste ou de l'État politiquement libéral. Ainsi, les diverses libertés sont les composants d'un seul et même ensemble, les pièces d'un même système de civilisation que le droit ne fait que traduire. Alors, on peut aussi évoquer la liberté de la presse en rapport avec la liberté de communication. La liberté de la presse et la liberté de communication audiovisuelle font partie intégrante des libertés intellectuelles
aux côtés des libertés d'opinion et d'expression et la liberté de l'enseignement. La liberté de la presse est une liberté à double aspect. Elle n'est pas seulement, en effet, un aspect de la liberté d'entreprendre, elle a aussi et surtout pour une signification de permettre à l'homme d'utiliser librement la presse pour communiquer en tant qu'homme sa pensée à autrui ou pour accéder en tant que lecteur à l'expression de la pensée d'autrui. Pris sous ce deuxième angle, elle constitue une forme plus importante de la liberté d'expression, car en établissant une libre communication entre des millions de personnes, elle concourt directement à la formation de l'opinion publique. Les dictatures du monde entier combattent cet aspect de la liberté de la presse, car elle favorise les échanges d'idées en développant l'esprit critique. Elle conduit en effet à remettre en cause le pouvoir politique en place. L'effet de cet aspect déstabilisant pour les dictateurs est inacceptable, dont l'objet essentiel, sinon exclusif, est de se maintenir au pouvoir le plus longtemps possible. Ainsi, on l'a vu avec Napoléon, on l'a vu sous le régime de la Deuxième République, que cette liberté de la presse était vraiment bafouée. Vous le savez bien, à cette époque, il n'y avait que deux organes de presse. Donc, il y avait Lima et Salon. Bon, aujourd'hui, on a de la chance d'avoir une multitude de journaux qui écrivent n'importe quoi, qui s'attaquent à n'importe qui. Et on y ajoute aujourd'hui les réseaux dont on va parler plus loin. Parce que chacun s'exprime à sa manière et ça devient compliqué. Merci bien. Merci beaucoup. On verra l'essentiel après s'il y a des questions. Merci, prof. Nous passons la parole au professeur Jean-Pierre Lumumba. Prof, vous avez 5 minutes. Hein? Je sais que le prof aime beaucoup parler. Mais... Bon, okay, merci beaucoup, cher maître Paul. Avec votre permission, j'enlève les masques. Vous savez que le fait de porter les masques, ça fait partie aussi des droits de l'homme. Les droits à la santé, vous veniez de nous rappeler cela tout à l'heure. Donc, il faut qu'on respecte ces mesures barrières parce que ça fait partie, n'est-ce pas, de l'intervention de l'État. L'État est intervenu pour nous protéger, pour que nous ne soyons pas en difficulté par rapport à notre santé. Mais cela étant dit, j'allais dire mon intervention sans objet en ayant écouté religieusement Maître Paul, notre expert, le professeur, le doyen Bikaï. Mais les droits de l'homme, comme c'est une réalité, ça fait partie de l'enjeu majeur de notre période. Il faudrait quand même que l'on précise certains points. Relativement d'abord à ce qu'il faut entendre par les droits de l'homme. Maître Paul a donné toute une panoplie de définitions, mais je crois, au-delà de toutes ces définitions, chers étudiants, c'est que vous devez retenir, c'est que les droits de l'homme sont en fait des prérogatives qui sont reconnues à tout être humain. Comme on a l'habitude de vous le dire dans les auditoires, vous allez comprendre que ce séminaire est organisé non seulement pour vous préparer à votre carrière ou à vos carrières professionnelles, mais aussi, même tout en étant étudiant, vous pouvez aussi commencer à contribuer à la promotion de ces droits de l'homme. Et c'est très important parce que même dans les universités, vous vivez aussi des situations qui portent atteinte à ces droits de l'homme. C'est pourquoi je voudrais insister d'abord sur la catégorisation des droits de l'homme. Maître Paul nous a donné, selon que nous sommes vers les droits de la première génération, de la deuxième génération, de la troisième génération, et aussi la quatrième génération qui fait l'objet des débats dans la doctrine. Mais ce que nous devons retenir pour les droits de la première génération,
c'est que ce sont les droits généralement, les droits civils et politiques. Et ces droits civils et politiques, contrairement à d'autres formes de génération des droits de l'homme, sont exercés et doivent être mis en œuvre par l'individu lui-même. En d'autres termes, la protection de ces droits implique donc les efforts de chaque individu. Donc, chers étudiants, les droits civils et politiques qui sont très, très importants à nos jours pour être mis en œuvre, n'attendez pas que l'État puisse venir vous les protéger. Mais vous-même, vous devez contribuer à la protection, à la promotion de ces droits. Je donne l'exemple, par exemple, l'organisation des élections dans un État. Et si l'État ne prend pas soin, parce que les droits de voter, ses dirigeants, ça fait partie des droits politiques. Et vous devez, n'est-ce pas, participer à permettre l'État à faire organiser des élections pour que vous puissiez jouir de ces droits. Donc, retenez que les droits civils et politiques, pour être jouis en bonne et due forme, ça nécessite les efforts de tout un chacun. La deuxième catégorisation des droits de l'homme, nous avons parlé ici des droits économiques, sociaux et autres. Retenez que c'est beaucoup plus, c'est très important parce qu'à chaque fois que nous parle des droits de l'homme, les gens ont l'impression toujours de mettre l'accent sur les droits politiques et civils. Mais les droits économiques sont très importants parce qu'aujourd'hui, si l'État ne vous permet pas d'avoir un travail conséquent, parce que ça vise ou ça met l'accent sur la dignité et le bien-être à la fois, le bien-être de tout un chacun de nous. Et alors, il faut exiger cela. Parce que sur terrain, moi, je voudrais me lancer sur terrain, nous constatons que beaucoup de nos concitoyens ne participent pas eux-mêmes à la promotion de ces droits de l'homme. J'ai donné l'exemple du droit au travail, du droit à un niveau de vie suffisant. Aujourd'hui, nous voyons, si nous sommes dans notre société, nous voyons plusieurs cas où les gens n'ont pas un travail conséquent, un niveau de vie suffisant, mais cela, on fait passer cela de manière inaperçue sans que cela soit exigé. Mais comment on peut exiger cela et obtenir gain de cause? Maître Bopol, à juste titre, nous a rappelé ici les différents mécanismes de promotion, de protection des droits de l'homme. Je crois que lorsque nous utilisons ou nous faisons usage à ces mécanismes, je cite ici à titre d'exemple des lois, des différentes lois, en commençant même par la Constitution. Lorsque vous voyez l'article, quand vous prenez notre Constitution à partir de l'article 61 suivant, vous voyez que notre loi fondamentale prévoit des dispositions pertinentes qui concourent à la protection des droits de l'homme. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans la pratique? Dans la pratique, lorsque vous vous trouvez devant un cas où on a porté atteinte à vos droits de l'homme, ça peut être vous, ça peut être une catégorie de personnes, il faut dénoncer. Et la meilleure façon de dénoncer nous renvoie aux mécanismes de protection de manière concrète, qui sont des cours et tribunaux. Chers amis, il ne faut pas avoir peur de saisir les cours et tribunaux lorsque vous avez affaire à un cas qui porte atteinte aux droits de l'homme. Ça peut être vous individuellement, mais ça peut également être d'autres personnes. Je donne un exemple. La semaine passée, ici, j'ai eu à défendre les journalistes d'une chaîne de télévision de la place, c'est-à-dire, je ne l'ai pas fait de manière directe, mais il y a eu des cas d'atteinte aux droits de l'homme qui ont été exercés sur cette catégorie de journalistes. Et directement, j'ai aidé les amis qui avaient été victimes de pouvoir saisir les cours et tribunaux. Ils ont saisi les tribunaux de paix
Et aujourd'hui, le dossier est pendant les tribunaux et c'est une façon, à juste titre pour moi, à mon humble avis, de pouvoir contribuer à la protection des droits de l'homme. Mais je voudrais aussi parler de la 4e, n'est-ce pas, génération des droits de l'homme qui concourt à la culture de la paix. Vous savez qu'un homme qui respecte toutes les générations des droits de l'homme telles que nous les avons énumérées doit développer une certaine harmonie avec lui-même, mais aussi avec les autres. Et la paix est très importante et nous ne pouvons vivre la situation de la paix que dans la mesure du possible où nous respectons toutes les générations des droits de l'homme. Voilà, nous attendons donc vos préoccupations, s'il y en a, pour quand même que ça soit un échange comme nous l'avons souhaité dès la prise de cette parole. Merci beaucoup. Merci, professeur Pierre, pour votre résumé. Et maintenant, nous passons la parole au professeur Alona. On va aussi prendre un aspect pendant 5 minutes. Merci, Maître, pour la parole. Je voulais commencer par rappeler un des objectifs de cet exercice, qui est celui de renforcer les connaissances des étudiants sur les droits humains, genre et liberté. Les étudiants que moi j'enseigne, je leur donne ce cours de cette matière, il y a un chapitre sur le droit de l'homme, une section sur le droit de l'homme. Et tout ce que je dis n'est pas étranger à ces étudiants-là, mais je voudrais ici insister sur un aspect, c'est celui d'être informé sur ces droits de l'homme. Le niveau d'information que les étudiants doivent développer afin de maîtriser ces droits de l'homme. C'est un aspect que vous devez prendre en compte. Deuxième aspect, qui n'a peut-être pas été développé, c'est que les droits de l'homme sont des droits de revendication. Ce sont des droits qui, de manière générale, sont obtenus au prix de sacrifice. Parce que vous imaginez, dans notre pays, jeune démocratie, il n'est pas facile, n'est-ce pas, à l'État congolais, de vous reconnaître facilement ces droits-là, bien que vous existez en tant que citoyen congolais. Donc, c'est le droit de revendication, comme le dit Orphée d'Archer, parce que ces droits sont, n'est-ce pas, obtenus toujours au prix de sacrifices, de torture, des emprisonnements, des assassinats, etc. Et donc, c'est là que nous effrayés, nous étudiants, qui sommes appelés un jour à défendre ce droit, à informer sur ce droit, à promouvoir ce droit, à faire la publicité de ce droit. Troisième aspect sur lequel je voulais m'étendre, c'est l'aspect que j'appelle toujours le couple liberté-responsabilité. C'est vrai, le droit humain, on en parle. Tout le monde voudrait en bénéficier, c'est vrai. Mais l'autre côté de ces libertés, c'est la responsabilité. Liberté, oui, on nous le concède. Oui, nous en jouissons, oui. Mais cela appelle notre responsabilité à répondre à notre liberté. Ça veut dire que nos actes posés librement doivent, n'est-ce pas, avoir de l'autre côté, n'est-ce pas, la responsabilité. Ça, vous devez avoir ça en tête. Et j'ai voulu vous marquer dans une intervention, n'est-ce pas, pour pousser dans ce sens-là. Parce que non seulement mener ce droit et cette liberté, mais il faut essentiellement, à mon sens, à mon avis, avoir en tête l'esprit de la responsabilité qui découle de nos actes posés librement. Donc, non seulement que l'État nous concède ces libertés, nous les reconnaît, mais nous, n'est-ce pas, dans notre jouissance de ces libertés, nous devons avoir en tête, n'est-ce pas, l'aspect responsabilité. Alors, la responsabilité, dans ce sens-là, fait appel aux limites de nos libertés. Quand on dit liberté, c'est pas sans limite. Il y a des limites qui doivent être imposées à nous-mêmes et à tout chacun qui peut jouir de ces libertés. Donc, chacun répond à ses actes, n'est-ce pas? Ma liberté, parfois chèrement acquise, doit avoir des limites que je dois m'imposer. Alors, les limites constituent parfois des points d'achoppement. Points d'achoppement parce que, généralement, on accepte pas les limites.
généralement, on le rejette. Mais je pense que pour nous étudiants qui sont en formation, futurs journalistes, futurs communicologues, nous devons développer en nous-mêmes, n'est-ce pas, ces couples liberté et stabilité. Et je voulais en venir à la liberté de la presse, comme l'a relevé si bien le professeur Boucaille. La liberté de la presse chez nous est revendiquée, nous le savons, revendiquée. On a vu des marches de journalistes, à la façon souveraine, tout ça, il y a des textes qui, bien que vieux, mais bon, c'est des textes qui ont été aussi chèrement acquis. Mais tous ces textes-là parlent de la liberté de la presse. C'est bien. Mais à côté de cette liberté de la presse, il y a, n'est-ce pas, la responsabilité de la presse. Et je pense que c'est cet aspect de la responsabilité de la presse qui n'est pas totalement développé, qui n'est pas approprié, qui n'est pas suffisamment maîtrisé. Donc, en ce sens-là, comprenez, chers étudiants, que la responsabilité ne constitue pas un frein à la liberté. À mon sens, non. La responsabilité, plutôt, à mon sens, renforce la liberté. Parce qu'il faudrait que nous, étudiants en formation, appelés un jour à jouir de cette liberté, nous puissions, n'est-ce pas, bien circonscrire le contour de cette liberté. Sinon, alors, ça devient liberticide et qui ne va pas nous aider. Donc, moi, je voudrais m'attarder sur, n'est-ce pas, sur le couple liberté-responsabilité. Et je voudrais pouvoir agir, n'est-ce pas, dans ce sens-là pour ensemble, nous puissions aller au-delà. Je vous remercie. Merci beaucoup. Avant d'aller à la séance des questions-réponses, je voudrais quand même que l'on puisse comprendre la différence entre violation des droits de l'homme, abus des droits de l'homme et infraction des droits communs. Parce qu'il faudra pas qu'il y ait la confusion. La violation des droits de l'homme recouvre les transgressions par l'État, les droits garantis par le droit humanitaire national, régional et international et des actes et omissions directement imputables à l'État comportant un manquement à la mise en œuvre d'obligations légales dérivées des normes concernant les droits de l'homme. Ici, vous devez comprendre, là on dit c'est imputable à l'État, c'est-à-dire que tout le monde ne peut pas violer les droits de l'homme. Moi, en tant qu'individu, si je commets un acte qui va à l'encontre de la loi, je commets l'infraction des droits communs. Parce que ça répond au principe de nulla crimen, nulla poena sine lege. Donc, il n'y a pas de peine sans. Tout ça, c'est déjà circonscrit dans le code pénal congolais. Les infractions sont connues et circonscrites dans le code pénal congolais. Mais les droits de l'homme sont à un autre niveau. Ils sont, que ce soit au niveau national, ils sont aussi au niveau international. C'est pourquoi nous avons dit qu'ils sont universellement reconnus. Donc, celui qui viole les droits de l'homme, c'est toute personne qui est revêtue de l'autorité du pouvoir et de l'autorité de l'État. Donc, chaque personne qui a le pouvoir de l'État est susceptible de violer les droits de l'homme. Maintenant, les abus de droits de l'homme s'emploient dans un sens un peu plus large, ou que les violations. Donc là, on recouvre les violations commises par la conduite des acteurs non étatiques. Généralement, la question qu'on nous pose est de savoir, mais à l'Est, tous les groupes armés qui sont en train de tuer les gens, qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils commettent ce que nous disons abus de droits de l'homme. Parce qu'ils ne sont pas revêtus du pouvoir de l'État, mais ils commettent des violations à grande échelle. Donc, ils tuent beaucoup de gens à la fois et ils commettent des violations. Et là, c'est ce que nous appelons les graves violations des droits de l'homme, telles que le crime contre l'humanité, les génocides. Ce sont les graves violations des droits de l'homme qui peuvent aussi être appelées abus des droits de l'homme. Maintenant, l'infraction, je venais de le dire, l'infraction, c'est tout acte qui est prohibé, qui est contenu dans le code pénal congolais et qui est assorti d'une sanction. Donc, voilà. Merci. Maintenant, nous sommes à vous pour répondre à vos différentes questions si vous les avez. Ou soit si vous avez des éclaircissements, on a dit tout à l'heure que c'est aussi des contributions. Donc, nous avons aussi, je ne pense pas qu'il y ait un professeur ici sur la table qui a défendu une thèse en droit de l'homme. Donc, vous pouvez aussi contribuer si nous n'avons pas été clairs quelque part. Merci. Vous avez la parole, chers étudiants. Peut-être un tout petit peu. Oui, prof. Pour compléter le prof Aloni,
Le prof Falone vous a parlé de la responsabilité de la presse. C'est très important. Parce que la presse, elle peut porter préjudice à la vie privée. Alors, lorsque on est agressé par la presse, la publication de la presse, qu'est-ce qu'on peut faire? La loi permet à ce que la personne qui est agressée ait le droit de réponse, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez vous défendre dans le même journal, avec le même nombre de paragraphes, tel que l'avait fait le journal, pour apporter votre défense, votre correctif à ce que les journalistes avaient écrit. Donc ça, c'est un droit que vous avez, le droit de réponse, pour garantir, parce que vous êtes protégé du point de vue civil et du point de vue pénal. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Maître Paul. Oui. Je voudrais aussi insister sur le fait, c'est donc un élément des caractéristiques des droits de l'homme, que les droits de l'homme sont dans une certaine mesure imprescriptibles. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un délai de prescription pour que l'auteur de victime de ces droits de l'homme-là ne puisse pas. Donc, à tout moment, on peut exercer pour être réhabilité ou pour dénoncer, n'est-ce pas, les cas de violation des droits de l'homme. C'est cela, merci. Vous avez la parole. Si quelqu'un a une question, peut la poser et nous allons répondre. S'il vous plaît, activez vos micros et posez des questions, mais posez-les d'une manière ordonnée. Donc, si vous avez une question, vous vous annoncez et puis on vous donne la parole. Donc, il y a quelqu'un qui a activé son micro qui ne parle pas. Si vous pensez que vous pouvez parler, activez le micro. Mais si vous ne voulez pas parler, n'activez pas votre micro, s'il vous plaît. Voilà. Abin Gomba. Question. C'est difficile de parler, vous pouvez écrire. Je vois que c'est possible même d'écrire. Là où on a écrit a message. Type. Voilà. Rabi, c'est Rabi. C'est possible.
Oui, bonjour, je me présente. Moi, c'est Véronique Bicharoy. Je viens de finir à l'EFASIC en communication des organisations. J'ai une question, j'aimerais savoir, est-ce que la liberté de presse est respectée en République démocratique du Congo? Parce que jusqu'aujourd'hui, nous voyons, il y a des médias qui sont encore lésés, qui n'ont pas le droit de communiquer sur tel ou tel sujet. Beaucoup plus sur le plan politique, c'est encore un peu miné. C'est pas encore respecté. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci. Quelqu'un d'autre? D'accord. Une question qui vient de la page Facebook. Bonjour, mon nom est Chibanda Kaïna Gédéon, étudiant à l'IFASIC en L2, filière communication des organisations. Ma question s'adresse au professeur Michael. Pourquoi dites-vous que les libertés de la personne physique sont indissociables des libertés intellectuelles? Ok. Lumingu depuis Facebook. Bonjour, j'ai une préoccupation. Lorsque les Koulounas tuent les gens et autres, et l'État décide de couper les mains ou les tuer devant la population, et après on se rend compte que l'État ne fait plus ses actions ou ses résolutions de punir le Koulouna en les tuant ou en les coupant les pieds ou les mains, ils disent après le droit de l'homme nous a interdit. C'est là la préoccupation d'Estelle Lumingu. Merci Estelle. Ok. Dan, depuis Facebook, cher intervenant, j'ai deux préoccupations. La première s'adresse à M. Alon. Cher professeur, en parlant du droit et de la responsabilité, je pense qu'il s'avère nécessaire que tous les citoyens congolais puissent connaître ses droits afin d'être en mesure de se défendre en cas de problème. Au vu des réalités actuelles, ne pensez-vous pas qu'il est grand temps de changer notre système éducatif afin d'apprendre aux citoyens que nous sommes, nos droits dès les bas âges? Cela éviterait des bavures que nous constatons dans la société. Je vois qu'il y a des gens qui veulent parler aussi. S'il y a quelqu'un qui a la parole, on peut d'abord suspendre ce qu'il y a sur Facebook, puis on écoute, puis on revient sur Facebook. Bon, on répond d'abord à ces trois questions alors en attendant. Je voudrais d'abord commencer par la question d'Estelle. Estelle Lumingu, merci beaucoup pour cette question. Elle m'a été beaucoup posée, surtout dans le cadre de notre travail en tant que défenseur des droits de l'homme. Vous savez que le fait que l'on tue les Koulouna et que l'on coupe les mains aux Koulouna, ce n'est pas bien. Pourquoi? Parce que notre droit ne prévoit pas qu'on puisse faire des exécutions extrajudiciaires. Si une personne a commis une infraction de droit commun, cette personne devra être arrêtée, déférée devant les instances judiciaires compétentes qui doivent les juger et les condamner. Sur base d'un jugement, on peut exécuter le jugement. Si ce jugement prévoit qu'on lui coupe les mains, ce qui n'est pas faisable parce que notre constitution ne prévoit pas qu'on coupe les mains aux gens ou notre loi ou notre code pénal. Si le jugement prévoit que cette personne soit exécutée, je vous assure déjà qu'elle ne sera pas exécutée parce que nous sommes des abolitionnistes, nous sommes parmi les abolitionnistes de la peine de mort. Et donc, il y a un moratoire qui dit qu'il a suspendu la peine de mort jusque-là. Donc, nous devons tous travailler
faire l'effort de pousser l'État à faire son travail. Parce que la police est payée et a comme pour mission, est payée par les justiciables congolais et a pour comme mission de protéger les individus et leurs biens. Si la police n'arrive pas à bien faire son travail, nous devons tous se lever et pousser l'État à demander à ce que sa police fasse son travail, le travail pour lequel il est payé par les contribuables congolais. Donc voilà, en bref, c'est la manière de tuer les Kuluna ou de leur couper les mains, ce n'est pas du tout prévu par même les lois internes ou les lois internationales. C'est une violence, c'est une violation flagrante des droits de l'homme. Il faudra plutôt suivre la procédure qui est instituée par les lois de la nation. Oui. Bon, je voudrais répondre à la toute première question relative à l'existence ou pas de la liberté de presse. La réponse à cette question peut être donnée donc en des aspects. Le premier aspect, il est théorique d'abord. Du point de vue des instruments juridiques, nous pouvons affirmer que la liberté de la presse existe dans notre pays. Et lorsque nous consultons utilement des instruments juridiques internationaux auxquels notre pays, la République démocratique du Congo, a ratifié, je cite, le pacte international relatif aux droits civils et politiques, en son article 19, qui stipule clairement que chaque personne a droit d'être informée et d'informer librement. Et lorsque nous descendons sur le plan interne, que ce soit même sur le plan régional, vous avez la charte des droits de l'homme du peuple, en son article, je crois, 9 aussi, qui aussi prévoit, n'est-ce pas, l'existence de la liberté de la presse. Et il y a également l'article 24 de la Constitution du 18 février 2006 de la République démocratique du Congo, qui également prévoit l'existence de la liberté de la presse. Ça, c'est sur le plan théorique. Et la loi même cadre, la loi mère, c'est la loi de 1996 fixant les modalités de l'exercice de la presse chez nous, dans notre pays. Eh bien, nous pouvons affirmer que du point de vue des instruments juridiques, la liberté de la presse existe bel et bien en République démocratique du Congo. Mais sur le plan maintenant pratique, c'est là où il faut faire un exercice énorme pour réellement savoir si la liberté de la presse existe. Sur le plan pratique, je crois qu'il y a tout un diagnostic qu'il faut faire, mais à mon humble avis, je sais qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont fournis actuellement pour que cette liberté de la presse soit réellement effective, n'est-ce pas, dans notre pays, la République démocratique du Congo. Oui, oui. Je voudrais répondre à M. Dan. M. Dan, c'est vrai, le constat est vrai que le système éducatif congolais, au stade actuel, ne favorise pas l'appropriation, n'est-ce pas, par le peuple congolais de droits de la personne humaine. Ça, c'est un constat vrai. Mais la question plutôt, comment faire à ce stade pour que ce droit soit promu, que ce droit soit approprié par nos Congolais. Parce que de manière générale, ce sont ceux qui bénéficient des études qui accèdent à ces informations. Et cela constitue d'ailleurs, je vous dis, un des objectifs, n'est-ce pas, de ces exercices, n'est-ce pas, c'est informer les étudiants de ces droits. Ne pas seulement informer, j'ai insisté sur la dimension information et maîtrise, appropriation par nous d'abord les étudiants. Je pense que ça, c'est le premier niveau. À ce niveau-là, une des limites, c'est que cet enseignement-là n'est pas un enseignement général ou transversal. Ça veut dire autrement que ce n'est pas tout étudiant ou tout élève qui accède à cet enseignement. C'est aussi une limite, c'est une difficulté. Peut-être qu'il faudrait que les matières sur le droit de la personne humaine soient généralisées, soient devenues des matières transversales. C'est-à-dire que tu fasses la géographie,
sois reconnaissant, tu as ces matières-là. Comme ça permettrait, n'est-ce pas, à chaque étudiant de disposer des connaissances, n'est-ce pas, par rapport à ça. Donc, il y a à mon sens deux volets. Il y a ce volet éducationnel, c'est vrai, ça pose problème, mais il faut passer par le tas, que le tas intègre ça dans le curricula de l'enseignement, ce qui prend le temps. Voici pourquoi, n'est-ce pas, Internews a préféré, pour pallier tant soit peu à ces difficultés, n'est-ce pas, d'initier ces exercices. Il faut-il encore que ça continue pour que, n'est-ce pas, on atteigne des résultats assez significatifs. Mais le deuxième niveau, c'est le niveau des ONG. On a parlé du mécanisme. C'est le niveau des ONG que moi j'allie comme éducation informelle. Informelle, ce n'est pas l'éducation, n'est-ce pas, assurée par les enseignants d'enseignement supérieur ou universitaire, mais c'est l'éducation informelle, ça passe par autre voie que les universités ou les institutions d'enseignement. Et donc, dans ce cas, par exemple, les ONG qui sont vouées, n'est-ce pas, sur l'exercice, devraient multiplier leur présence, multiplier, n'est-ce pas, des circuits, des contacts avec la population pour amener ceux qui n'ont pas la chance d'accéder à l'université, n'est-ce pas, d'avoir cette opportunité-là, n'est-ce pas. Mais aujourd'hui, vous vous souvenez, il y a les réseaux sociaux, on va en parler, je pense, après demain. Les réseaux sociaux aujourd'hui deviennent aussi des outils de promotion, Regardez par exemple à les élections ou à l'Est, toutes les fois qu'il y a violation, immédiatement l'information circule sur les réseaux sociaux. En fait, il n'y a pas seulement information, mais en retour, c'est un appel, n'est-ce pas, à la population à réagir contre. Voici. Donc pour moi, ça participe, n'est-ce pas, à l'éducation informelle. Mais il faudrait maintenant, n'est-ce pas, structurer ça, organiser ça pour que la population puisse accéder de manière massive aux informations. C'est vrai, c'est une préoccupation majeure, ça c'est vrai. Mais la difficulté, n'est-ce pas, c'est que le temps qu'on n'est pas encore là-dessus. Pour tout prendre, je pense pour moi, la promotion ou la publicité des droits humains doit viser ce que moi j'appelle l'empowerment. L'empowerment, c'est un concept anglais, mais je peux franchir par la capacitation. C'est amener les gens à acquérir des capacités, n'est-ce pas, pour non seulement maîtriser ces droits humains, mais les défendre, les exiger, que l'État puisse les respecter. Et cela ne demande pas forcément que ça passe par les circuits éducationnels ou éducatifs, non. Je pense qu'il faudrait promouvoir, n'est-ce pas, le deuxième circuit, les circuits informels. Je pense à ce stade ici, dans un pays comme la RDC où il y a un taux avancé des analphabètes, les circuits informels seraient le mieux adaptés, n'est-ce pas, pour la promotion de ces droits humains. Voici, n'est-ce pas, quelques éléments de réponse à apporter à ce niveau ici. Merci, prof. Merci bien. Alors, l'étudiant Chibanda, je crois, a posé la question sur la distinction à faire entre la liberté de la personne physique et de la personne morale. Je crois qu'il faut commencer par distinguer les deux là. Il y a en droit, nous avons la personne physique, comme vous, oui, individu de sexe masculin, féminin, c'est une personne physique. Et il y a la personne morale, par exemple, un organe de presse, c'est une personne morale. Alors, s'agissant de la personne physique, il y a certaines choses. La personne a la liberté de disposer de son corps. Aujourd'hui, là, moi, pas ici, peut-être ailleurs, il y a des gens qui vendent les organes de leur corps. Par exemple, les reins. Par exemple, je ne sais pas moi, des organes recherchés. Donc, il y en a qui vendent. Peut-être parce que la législation dans ces pays l'autorise. Donc, la personne est libre de disposer de son corps comme il l'entend. Alors, la liberté morale de la personne morale, là, c'est au niveau de la personne comme un organe de presse. Où on peut dire un auteur qui a la liberté de s'exprimer, d'exprimer ses opinions à travers un ouvrage, à travers une publication journalistique. Donc, il faut distinguer les deux là. C'est dans ce sens-là qu'on a distingué les deux sortes de liberté. Voilà. Merci beaucoup, professeur. Je
Il y a des questions qui sont venues. Il y a des questions, la question de Gloria Makwika, qui veut savoir, est-ce qu'on peut revenir à la première question qui était là? De Gloria Makwika. Alors, Gloria Makwika veut savoir qui saisir lorsque nous remarquons que nos droits collectivement sont violés. Supposons que je n'ai pas accès au travail parce que mon pays ne m'en offre pas l'opportunité. Vers qui dois-je aller porter plainte? Gloria, nous avons tout à l'heure cité les institutions ou les mécanismes de protection des droits de l'homme. Nous avons au niveau national, nous avons au niveau international et au niveau régional. Au niveau national, nous avons la CNDH, nous avons les ministères, nous avons, ça sont les mécanismes non juridictionnels. Au niveau international, nous avons la Cour pénale internationale, nous avons, il y a beaucoup d'autres mécanismes des Nations Unies qui protègent les droits de l'homme. Donc, c'est-à-dire que si vous sentez que vos droits sont bafoués, que ce soit les droits de créance, il ne faut pas faire les distinguos. Tous les droits en général sont bafoués. Il faut saisir chaque mécanisme et tous les mécanismes que nous avons cités tout à l'heure. Si vous estimez que vous devrez saisir les mécanismes juridictionnels, saisissez les mécanismes juridictionnels. Si vous estimez que vous devez saisir les mécanismes non juridictionnels, saisissez les mécanismes non juridictionnels, mais seulement il faut connaître les procédures pour saisir tous ces mécanismes-là. Et on voit, il y a aussi la question de Julia Pundu. On peut monter? Julia Pundu, qu'est-ce que l'État doit faire pour respecter, réaliser et protéger ses droits, puisque ces trois notions sont bafouées beaucoup plus à l'est du pays où il y a massacre de ces droits de l'homme. Ce n'est pas seulement à l'est du pays. L'État, nous avons dit que c'est une obligation pour l'État. C'est une obligation pour l'État. Par exemple, je donne un petit exemple où le droit de manifester est garanti par notre Constitution et que la Constitution donne seulement aux organisateurs d'une manifestation publique d'informer l'autorité compétente. Si cette autorité est informée et que cette autorité empêche la jouissance de ce droit qui est un droit fondamental, c'est-à-dire le droit de manifester, c'est déjà l'État n'est pas dans son rôle de protéger, de respecter ou de réaliser. L'État est dans son rôle et est en train de réprimer. Donc l'État ne doit pas réprimer son propre peuple. Donc voilà. Donc nous devons tous nous mobiliser ensemble pour demander à ce que l'État puisse respecter ses obligations. Il y a François Okito, étudiant à l'IFASI. Quelles seraient les causes et les conséquences sociopolitiques des violations des droits de l'homme en République démocratique du Congo? Mais nous les voyons, non? D'abord, nous avons cité tout à l'heure l'examen périodique universel. L'examen périodique universel, c'est un mécanisme non juridictionnel de protection des droits de l'homme. C'est-à-dire que tous les États se réunissent chaque 4 ans dans je crois que c'est à Genève, où ils se réunissent pour faire un état des lieux sur l'évolution des questions des droits de l'homme dans leurs nations respectives. Et ils reçoivent les uns des autres, les nations des unes des autres, reçoivent les recommandations pour améliorer. Si vous n'améliorez pas et que les autres nations constatent que vous êtes des violateurs des droits de l'homme, vous êtes ce qu'on appelle un État voyou, vous serez d'abord séparés des autres États, vous serez mis en isolement diplomatique. Vous comprendrez que même les investisseurs, même les autres avantages que vous devrez bénéficier dans le cadre des relations entre États, vous n'allez plus les bénéficier. Et vous êtes au courant qu'il y a, je crois, quelques jours où les sanctions contre certains dirigeants du régime passé ont été prolongées parce qu'on a estimé qu'ils étaient en train de violer les droits de l'homme pendant qu'ils étaient au pouvoir. Donc, il y a plusieurs conséquences. Il y a beaucoup de conséquences sociopolitiques. Nous ne pouvons pas les énumérer ici, mais si les professeurs peuvent me compléter. Bon, oui,
Je voudrais revenir sur la question qui nous est posée par François Okito, demandant les causes du non-respect des droits de l'homme et aussi les conséquences. La question à laquelle vous venez de répondre là, juste pour dire que en un mot, d'abord les causes, il faut partir de la non-mise en œuvre des mécanismes préventifs de protection des droits de l'homme, de protection et promotion des droits de l'homme, et des mécanismes aussi, proprement dit, de protection et de promotion des droits de l'homme. Et donc, lorsqu'on ne met pas en œuvre ces mécanismes-là, et ça doit automatiquement être à la base du non-respect des droits de l'homme. Voilà pourquoi, tout à l'heure, nous sommes tous unanimes pour vous appeler à pouvoir jouer un rôle. D'abord, parlant des mécanismes préventifs, la sensibilisation, l'information. Il y a des structures informelles que le professeur Alon a eu le plaisir de vous rappeler tout à l'heure. Il faut faire cela pour que les questions d'abord des droits de l'homme soient appréhendées, soient maîtrisées par les acteurs. Et c'est à ce moment-là que nous devons éviter les causes qui sont à la base, n'est-ce pas, du non-respect des droits de l'homme. Mais maintenant, les conséquences. Je crois que Maître Paul, l'expert, a suffisamment répondu à cette question. Mais les conséquences, c'est que l'État qui ne respecte pas les droits de l'homme, c'est un État qui sera considéré moins sérieux, qui ne va pas être pris donc en considération par ses pairs. Nous le voyons lorsque même on publie beaucoup de rapports. Nous voyons que même nous, les concitoyens qui vivent dans un pays ou qui vivent dans des pays où les droits de l'homme ne sont pas respectés, même sur les sols des autres pays, on ne vous prend pas au sérieux. Voilà, les conséquences sont multiples, c'est au-delà de ce que Maître Paul venait de nous rappeler utilement. Merci. Nous allons lire aussi des questions sur WhatsApp. Il y a des questions pour vous. On pose la question de savoir que faire lorsque, prenons le cas d'une entreprise de médias, votre hiérarchie zappe vos droits en tant qu'humain, tenant compte du fait qu'ils sont imprescriptibles. Comment réagir? Ça, la question est simple, non? C'est de saisir les mécanismes appropriés. Nous avons dit tout à l'heure qu'il y a des mécanismes juridictionnels et des mécanismes non juridictionnels. Saisissez les mécanismes appropriés. Vous savez que si vous ne trouvez pas gain de cause au niveau interne, vous pouvez même aller au niveau international. Je disais tout à l'heure qu'il faut seulement savoir quelle est la procédure. Donc, avec les médias, avec l'Internet maintenant, j'estime que c'est facile de trouver comment saisir, par exemple, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples ou la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Excusez-moi, oui. Je voulais renchérir Maître Paul. Au niveau de la presse, en fait, c'est d'abord un problème. C'est d'abord pour des contrats de travail. Beaucoup de nos journalistes, d'abord, il faut les reconnaître, ne sont pas journalistes formés. Ça, il faut les reconnaître. Moi, je l'appelle le mot noir. C'est les gens qui n'ont pas une fonction de journaliste, mais qui exercent le métier de journaliste. Alors, ce genre-là, c'est le premier cas. Ce genre, quand ils sont dans les organes de presse, ils connaissent, ils ne savent même pas un contrat. Ils ne savent pas un contrat. Ça, c'est un de deux. Il y a des juristes formés qui sont là parce que bon, ils n'ont rien à faire. Et ils vont comme un tremplin. Donc, il n'a pas besoin d'un contrat. Mais par contre, il s'accorde des bénéfices liés à un contrat quelconque qui n'existait pas. Voyez-vous? Alors, quand il va se rendre compte qu'il est quelque part roulé parce qu'il attendait un bénéfice qu'il n'a pas, alors là, il revient, mais il y a un contrat. Non. Il y a ce qui existe juste là, c'est pour sérieux. Pendant ce temps, on en a parlé depuis longtemps, l'histoire gèle, tout ça. Ce qui existe, qui continue à exister, je pense que au niveau interne de ce stade, les autres instances vont certainement trouver une solution rapidement, parce qu'à ce stade aujourd'hui, sur le plan des textes, il n'y a pas encore de réponse. Il n'y a pas de réponse. C'est vrai, hein, sur le plan des procédures, bonne foi, bonne manière, sur le plan interne, il y a ce chemin de paix, comme ça, c'est vrai. Mais de manière durable, c'est une question qui est dure. Qui traite de réponse, parce que ceux qui restent dans les organes de presse ne sont pas tous journalistes. Pas des journalistes qui sont passés par les institutions de
formation de journalisme sont enseignés, sont informés, n'est-ce pas, de procédures de travail de la presse. Et ce qu'on a écrit la même chose, c'est un bon journaliste qui ne peut pas payer. C'est pas un secret. Merci beaucoup. Je sais que j'avais quelques questions sur ce qui ont été envoyées ici. Nous donnons des questions sur WhatsApp. Nous avons Charles Zoko là qui pose cette action. Il veut savoir, il dit bonjour. Je voudrais que les professeurs nous disent qu'est-ce qui, selon eux, retarde la pleine liberté de presse en RDC. Aussi, la loi de 1996 sur la liberté de presse, ne pensez-vous pas qu'elle tient lieu d'être revue? Ça, c'est effectivement la presse. Vous avez raison, je pense par la deuxième question. Vous avez pleinement raison. Et ceux qui ont la chance de m'avoir comme enseignant dans ce cours ici, c'est la deuxième cours où je parle de droit composé des communication. J'ai toujours dit que la loi, n'est-ce pas, de 1996 est dépassée. Dépassée au regard de la réalité politique, au regard de l'évolution même des médias. Vous pouvez le média consortium, aspect tout ça n'est pas prescrit, n'est pas dit dans nos textes. Malheureusement, nous sommes gérés par un texte, n'est-ce pas, de notre époque. En 2012, j'ai discuté avec les directeurs de programme de la RTNC Radio-Télévision. Ils ont dit déjà que la RTNC, en 2012, vous venez, a été mis comme média d'utilité publique. Mais malheureusement, ce n'est pas que la RTNC, c'est encore mais il faut comme de l'État. Bon, c'est vrai, c'est un texte qui est devenu obsolète. Mais malheureusement, il faut un cadre. Il faut un cadre où les experts doivent se rencontrer, discuter et penser, n'est-ce pas, à actualiser cette loi qui nous gère jusque-là. Mais qui va le faire? Et d'un côté, il y a la volonté politique qui ne voudrait pas faire avancer les choses. Vous savez que les médias, c'est un adjuvant, un ingrédient intéressant pour l'histoire politique. Les politiques ne voudraient pas c'est la mèche, ils sont là, ils tiennent les médias, tout ça. De l'autre côté, on a parlé de la liberté de la presse, on a parlé de ça consort, et les choses vous disent aujourd'hui, par exemple, c'est un problème sérieux parce que même pour ce SAP-là, qui était censé penser, n'est-ce pas, je dirais moi, des brouillons, n'est-ce pas, pour la loi budgétaire. Mais là, c'est un problème. Parce que les acteurs qui devaient siéger sur ça ne sont pas ceux qui siègent aujourd'hui. La présidence, avec je passais mesure, a nommé à sa manière. Alors dites-moi, celui qui est nommé va répondre à quel agenda? L'agenda du législateur qui voudrait faire évoluer ou l'agenda du politique? C'est encore une difficulté. Donc, le premier est vraiment circulaire, le premier général, c'est vrai. La loi qui nous gère est obsolète et dépassée. Mais malheureusement, c'est une situation difficile. Bon, c'est ça la réalité. C'est ça la réalité aujourd'hui. Et la solution serait absolument politique. D'abord politique. Peut-être que les institutions politiques n'ont pas de ministère qui gèrent, n'est-ce pas, la presse, puissent avoir la bonne volonté, n'est-ce pas, de vouloir changer les choses. Sinon, c'est encore difficile. Parce que la presse elle-même n'a pas la possibilité, n'est-ce pas, de confirmer une autre loi. Elle n'a pas participé. Et les éléments, on a déjà suffisamment d'éléments avancés, mais il faut un cadre, n'est-ce pas, pour discuter également. Merci beaucoup. Merci, prof Alona. Je pense que le prof Oui, juste quelque chose. De ce point de vue-là, il faut savoir que rien ne se donne facilement. Il faut s'organiser pour pouvoir affronter l'État, faire des propositions de loi, parce qu'il y a l'Assemblée nationale qui est là, s'organiser de manière à ce que ces propositions de loi qui peuvent venir de la société civile soient prises en compte par les élus qui pourraient les présenter au niveau de l'Assemblée pour que on arrive à transformer, à changer les choses. Mais si on ne fait rien, rien va se donner sur un plateau d'avion. Il faut donc se battre. Il faut se battre, prof, pour évoluer avec des questions, parce que j'ai vu qu'il y a maintenant beaucoup de questions là-bas. Il y a M. Mpaka Tefaïg qui dit ceci: la politique rédactionnelle de chaque organe de presse réduit la liberté d'informer les journalistes face aux faits à traiter.
chaque journaliste prend un angle précis qui ne viole pas la ligne éditoriale de son organe de presse. Êtes-vous d'accord avec cette pratique? Je pense que cette question serait peut-être mieux résolue le jour où Maître Paul Quaddo interviendra sur le cadre légal de la liberté de presse, et d'expression. Voilà. Monsieur INB, la question s'adresse au premier intervenant en évoquant les caractéristiques de droits de l'homme. Vous avez parlé de l'inaliénabilité. Que dirons-nous d'un homme qui décide d'ôter sa vie en vendant ou en donnant ses organes? Ces cas peuvent faire non, je suis en conférence écrite. Alors, oui, je voudrais répondre à cette question pour avoir un peu plus. Ouais. Voilà. Donc, vous savez, nous avons dit tout à l'heure que le but de droits de l'homme, c'est la protection de la dignité humaine. C'est-à-dire que chaque personne doit être libre de s'engager et d'user de ses prérogatives en tant qu'humain. Donc, vous dites que vendre ses organes, il y a des pays où c'est légal de vendre ses organes, mais je ne sais pas si c'est encore légal chez nous ici, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il y a une loi qui autorise à ce qu'on vende les organes de son corps et de ôter sa vie en vendant ses organes. Non, non. Donc, tout ce qui n'est pas légal, c'est interdit, s'il vous plaît. Donc, il ne faudra pas que l'on puisse faire la confusion. On peut évoluer? Il ne faudra pas qu'on puisse faire la confusion. Donc, tout ce qui n'est pas les organes, jusque-là, la vente des organes en RDC. Ah oui, on l'a dit, ça il faut être légal. Il faut insister parce que je crois qu'il ne faut pas faire la confusion. On n'a pas dit qu'il faut vendre ses organes. En parlant, j'ai dit qu'il y a certains pays qui autorisent cela, en se fondant sur la liberté individuelle. Mais chez nous, à RDC, ce n'est pas autorisé parce que la vie est sacrée. Oui. Il y a des pays, par exemple, où vous y allez, vous parlez de l'homosexualité, vous êtes à l'aise. Mais chez nous, c'est interdit. Et même notre code de la famille interdit, dit, vous allez vous marier à la personne de votre choix, bien sûr, mais de sexe opposé. Le code est clair sur ce point-là. Mais quand vous allez dans des autres nations, vous allez trouver que ce n'est pas interdit, c'est ouvert à tous. Alors, maintenant, on peut remonter, s'il vous plaît, il y a quelqu'un d'autre. Il y a M. François Okito, étudiant de l'IFASIC. À l'avenir, quels seraient les mécanismes envisageables pour lutter contre les violations massives des droits de l'homme qui s'accentuent au quotidien en RDC, précisément à Kinshasa? Renforcer le pouvoir de l'État. Dans tout ce que nous devons faire, c'est l'État. L'État qui doit renforcer son pouvoir. Et donc, renforcer le pouvoir de l'État. L'État doit prendre en considération, doit faire sa mission. La mission, c'est-à-dire quand on parle de l'État, on ne voit pas l'État en tant que personne morale. L'État agit au travers des personnes. Et toutes les personnes qui ont la responsabilité, une petite responsabilité dans notre État, doivent prendre conscience qu'ils travaillent au service des Congolais et des Congolaises. Donc, c'est-à-dire prendre leurs responsabilités et renforcer la capacité de la police, la capacité de l'armée pour que nous ne puissions plus vivre ces violations des droits de l'homme en masse. Il y a INB qui pose la question de savoir, et l'autre question au troisième intervenant. Le troisième intervenant, c'est le prof Jean-Pierre, lié la promotion des droits de l'homme au sacrifice. N'est-ce pas que ce sont des droits qui sont attachés à l'être humain? Pourquoi brandir le sacrifice? Ça ressemble, à mon humble avis, à une supplication pour jouir de ce droit. À la place, j'aurais préféré de faire allusion
à une implication de tous au sacrifice. Irène Guy aussi, bonjour, merci. Bon, merci beaucoup. Je crois que nous avons pratiquement dit la même chose avec notre étudiant. Les droits de l'homme, lorsque nous les avons énumérés ici en catégorisant les droits de l'homme de la première génération, et que ce soit même ceux de la deuxième génération, troisième génération, nous avons dit qu'il faut d'abord commencer par les comprendre comme étant des prérogatives qui sont reconnues à tout être humain. Et dès le moment où nous avons compris, où nous avons cette compréhension-là des droits de l'homme, je crois que la manière de les exercer et de les faire protéger doivent être naturellement comprises. Comment? En ce qui concerne les sacrifices que notre ami fait à Lyon, je crois que nous avons parlé, j'ai parlé de l'implication. Parce que les droits de l'homme, ce n'est pas seulement une affaire de l'État congolais. Je donne un exemple banal. Lorsque nous assistons à une violation des droits de l'homme, il faut également qu'il y ait la part de l'individu, de la victime, c'est-à-dire dénoncer par exemple. Parce que l'État lui-même, il ne surveille pas tout. L'État, en clair, l'État c'est qui? L'État c'est aussi toi, étudiant. L'État c'est aussi moi qui parle. Parce que lorsque nous comprenons l'État comme étant en ces éléments constitutifs, trois éléments constitutifs, la population, les territoires et tout ça, donc nous faisons partie de cet État-là. Donc, il ne faut pas que nous puissions nous dédouaner de certaines responsabilités, c'est-à-dire aujourd'hui, pour qu'il y ait une promotion effective des droits de l'homme, la protection effective des droits de l'homme, il y a aussi la part considérable de la population, des étudiants que vous êtes. En commençant d'abord là où vous êtes en train d'étudier, il y a des cas auxquels vous assistez d'atteinte des droits de l'homme. Il faut commencer par dénoncer ces cas-là, bien évidemment dans le cadre des mécanismes que nous avons énumérés ici. Donc, je crois que c'est ça ce qu'il faut attendre par les sacrifices. Ce sont des efforts que tous nous devons mener pour qu'il y ait la promotion des droits de l'homme. Laisser seulement au public, je crois que c'est pourquoi nous sommes en train d'assister tous les jours à des violations systématiques des droits de l'homme qui ne se terminent pas. Merci. Je voulais renchérir quand je parlais de droits de revendication. Je dis que ces droits qui sont obtenus généralement après revendication. Observez, regardez. Nous disons droit à l'alimentation. Et ça, Kinshasa, notamment, nous mangeons régulièrement. Et nous prenons le matin, mais le soir, c'est ça manger. Combien de fois avons-nous vu les gens marcher pour revendiquer, n'est-ce pas, une alimentation équilibrée, et ainsi de suite. De l'eau, on a vu des gens chez moi, on a presque 4 jours sans eau. Est-ce qu'on a vu des gens marcher pour revendiquer? C'est ça, il dit, droit de revendication, c'est de sacrifice. Il y a un minimum de sacrifice que nous devons faire. Parce que l'État qui est censé protéger, réaliser ces droits ne le fait toujours pas. Et parce qu'elle ne le fait pas, nous ne pouvons pas laisser nous devons demander l'État, exiger l'État, n'est-ce pas, de le réaliser. Et c'est là que j'ai dit droit de sacrifice. Et quand nous exigeons l'État ne le fait pas comme ça, on voit l'État ici. Parce que le peuple là, j'ai vu, c'est la police. Donc, la police vous laisse pas faire toujours comme vous voulez le faire. Comme vous voulez le faire. Donc, quelque part, il y a cette dose de sacrifice que nous devons accepter. Ce qu'on dit, c'est des droits qui sont généralement obtenus après le sacrifice. Alors, je pense qu'on va parler du genre, vous allez comprendre comment ça a commencé. C'était des revendications, c'était des sacrifices. Aujourd'hui, bon, voilà, ton genre. Quand vous reliez toutes les questions de l'État connues, mais à la Genèse, c'était des sacrifices. Les gens se sont pour les revendiquer, ils ont été châtiés, torturés. Il faut toujours, n'est-ce pas, une dose de sacrifice qu'il faut accepter pour que ce droit soit pleinement reconnu. Voilà, merci. Oui, peut-être il faut renchérir pour dire dans l'historique des droits humains, des droits de l'homme. Ces droits ne se donnent pas facilement. Je prends un exemple d'un pays dit développé comme la Suisse.
les femmes n'ont commencé à voter dans ce pays que dans les années 70, après une longue bataille. Hein. Donc, vous comprenez que pour que les droits soient effectifs, il faut que les gens s'engagent dans une bataille qui peut même entraîner la mort, hein, mort d'homme. Donc, ça ne se donne pas comme ça, comme pour faire, comme on dit, comme pour faire l'omelette, il faut casser les œufs. C'est dans le mot sacrifice. Ouais. Donc, il faut se battre. Et c'est un long processus pour que ces droits soient effectifs dans la société. Merci beaucoup. Il faut se battre. C'est comme ça que nous, les organisations des droits de l'homme, nous montons toujours au créneau pour dénoncer les différentes violations des droits de l'homme. C'est ça au fait le sacrifice, parce que quand nous dénonçons, nous montons au créneau pour dénoncer, nous sommes face au pouvoir public. Et ils sont puissants, ils ont les armes, ils ont la police, ils ont l'armée, mais nous n'avons rien, nous n'avons que nos mains, nous n'avons que nos stylos, nous n'avons que nos têtes. Parfois, on nous tue à cause de nos revendications. Mais si nous arrêtons aussi de revendiquer, c'est-à-dire que nous acceptons qu'on nous piétine et que nous bafouons nos droits. Il y a Landry Kamango qui dit « Bonjour à tous, je suis Kamango Landry, étudiant en deuxième licence journalisme politique extérieure à l'IFASIC. Sachant que l'éthique et déontologie ne sont pas respectées à la lettre en RDC. Quelles sont les conséquences qui peuvent surgir lorsqu'un journaliste ou un média refuse systématiquement d'accorder le droit de réponse à une personnalité? Il faut saisir les instances judiciaires, j'espère. C'est simple. Vous savez, si vous avez bien suivi notre intervention, nous avons voulu insister sur les mécanismes de protection. Nous avons donné les différents droits, mais ces droits, pour que ces droits soient protégés, il faut activer ces mécanismes. Qui active ces mécanismes? Les mécanismes ne s'activent pas d'eux-mêmes. Ces mécanismes sont activés par vous, par moi, quand vous entendez qu'il y a violation des droits de l'homme quelque part, vous activez un mécanisme qui doit vous protéger selon la thématique, votre thématique. Merci. J'estime qu'il n'y a plus encore de questions. La dernière question, c'était d'Irène Nguossi. Donc, est-ce qu'il y a encore une question? Nous merci pour votre participation. Nous sentons que la question vous a vraiment intéressé et nous restons toujours à votre disposition si vous avez des questions, comme on le dit généralement, en coulisses. Je vois qu'il y a encore une question de François Kitoko. François Kitoko dit juste que vous avez massacré son nom. François Kitoko. François, on s'excuse. Ce n'est pas François Okito, c'est François Kitoko. C'est un droit fondamental. Vous voyez que vous savez maintenant comment utiliser un mécanisme de droit de l'homme pour que vous puissiez réclamer vos droits. Donc, c'est François Kitoko. Merci, François. Nous remettons la parole à Noémie, peut-être, qui nous avait introduit, parce que je pense que nous avons utilisé nos 2 heures. Voilà. Anthony est là. C'est Anthony qui nous remet la parole. Bonjour étudiants, et nous vous remercions pour votre participation à ce séminaire en ligne. Nous remercions nos animateurs et coordinateurs de cette première journée, particulièrement Maître Bopol, pour ses interventions brillantes, au professeur émérite Alexis Mbikaï, professeur J.P. Moulumba, professeur Alon. Nous sommes ravis. Et pour vous qui avez encore des questions, continuez de les poser dans notre page WhatsApp que nous avons là. Les professeurs auront des questions, les experts auront ces questions-là et vont continuer à répondre aux préoccupations. Pour aujourd'hui, nous avons épuisé nos heures convenues. Donc, le rendez-vous est pris pour demain. Le même panel, mais cette fois-là avec
Madame Maïmouna comme experte dans le domaine de genre, sur les questions de genre. Donc demain déjà, soyons ponctuels. Le panel sera là pour débattre des questions de genre. Donc préparez-vous bien, préparez déjà vos questions. Et demain déjà, soyez prêts. Sensibilisez les amis qui n'ont pas pu se connecter aujourd'hui. Nous croyons que nous avons vu vos réactions en ligne. Nous avons compris qu'il y a un certain intérêt dans ce que nous faisons. Donc, parlons-en à gauche et à droite et retrouvons-nous demain à 12h pile pour la séance avec la thématique sur le genre. Merci, je vous dis et je vous remercie. Au revoir. Merci, au revoir, chers amis. Voilà, très bien. Merci. Félicitations.